chaque semaine je me trouve une nouvelle passion, un nouveau truc que je regarde, un nouveau truc sur lequel j'obsède, et cette semaine c'est ces mecs-là, donc c'est les frères Menendez. Donc du coup voilà, j'ai vu que la série était sortie sur Netflix et je me suis grave intéressée à la faire et j'ai caché regardé la série. Bien évidemment, rien à voir avec le fait qu'il soit extrêmement beau ou très riche, ou que celui-là ressemble vachement à un mec que j'ai daté pendant un mois, juste pour la science, et j'ai voulu m'intéresser à l'affaire et sincèrement j'ai regardé la série et c'était passionnant. L'histoire est folle, il y a plein de rebondissements, il y a plein de trucs, c'est vraiment incroyable. Mais le mec qui a produit la série, donc s'appelle Ryan Murphy, c'est le même type qui a fait American Horror Story, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un gars qui a grave tendance à exagérer les faits, à vraiment tout dramatiser, et du coup je me suis dit, encore une fois pour la science, je vais regarder le vrai documentaire en fait Netflix qui est sorti sur les vrais frères Menendez, que j'ai bien évidemment regardé sur Netflix, pas du tout sur un autre site, tout à fait gratuit, parce que j'ai un abonnement Netflix. Bref, moi j'étais là, j'ai mis mes petites lunettes, j'ai regardé le documentaire, je me suis dit oula, il y a qu'une grosse diff entre ce qu'ils mettent dans la série Netflix et le documentaire. J'ai décidé en gros de raconter des petites anecdotes ici, mais attention, genre je vais pas parler de toute l'affaire en entier, parce que déjà je pense que la plupart des gens ont déjà vu la série ou du moins savent de quoi ça retourne. Aussi parce que sinon la vidéo va durer 50 minutes et flemme, concrètement. Mais avant de commencer, je suis sûre qu'il y en a qui disent « Oh là là, on peut pas lui faire confiance, elle a pas une chaise de gamer !» Bah si, bande de rageux. Là, on peut m'écouter, hein. Alors, putain, elle est bien cette chaise, là, j'aime bien. En fait, c'est la chaise de mon frère, il sait pas que je l'ai prise parce qu'il est sorti, là. Je suis un raton laveur, le mec. Il est parti vraiment il y a 1 heure. Toutes ces affaires sont à moi, vraiment à 2 doigts d'aller récupérer son PC et tout, mais bref. Donc je vais pas raconter toute l'affaire, mais si jamais il y en a qui n'ont pas vu la série, bon alors je suis désolée, je vais arrêter de jouer avec la chaise. Le 20 août 1989, la police de Los Angeles, parce qu'ils habitaient à Beverly Hills of course, donc une villa immense que je vous mets juste là, vraiment la baraque de mes rêves. Donc la police, la LAPD, reçoit un appel du domicile de Menendez, de la part de Lyle Menendez, donc le fils aîné, qui dit qu'ils viennent de rentrer du cinéma avec son petit frère et qu'ils viennent de retrouver donc Kitty and Jose Menendez, les parents morts dans le salon, abattus à coups de feu. Donc ça c'était en fin août, le 20 août 1989. En mars 1990, les 2 frères sont arrêtés pour suspicion de meurtre. Les principaux suspects du meurtre de leurs parents, qu'ils avaient en fait commis. Donc il y a un premier procès qui se passe en juillet 1993, où les 2 frères vont être jugés. Donc ça, le procès va prendre 6 mois et c'est d'une envergure énorme parce que il n'y a jamais de crime en fait à Beverly Hills et surtout pas avec des enfants qui vont aller tuer leurs parents. À aucun moment pendant les 6 premiers mois de l'enquête, ça avait été les suspects parce que ça paraissait complètement fou en fait. Donc bref, le procès prend 6 mois et ce qui se passe c'est qu'à la fin du premier procès, je dis premier procès du coup vous doutez, mais il y a eu un mistrial. Donc ça veut dire qu'en fait les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord de manière unanime sur la sentence en fait à accorder et donc il y a eu un mistrial. Ça veut dire qu'il faut repréparer une défense, repréparer un plaidoyer et tout et repasser devant la cour suprême. 2 ans plus tard, donc en 1995, donc là du tout ça fait déjà 6 ans qu'ils sont en détention, donc en attente d'être jugés, ce que moi je trouve assez incroyable. Entre le moment en gros où ils se font arrêter et le moment où ils ont leur sentence, il y a 6 ans qui s'écoulent et du coup pendant 6 ans ils sont pas libres. Moi ça m'a un peu... Donc c'est qu'en octobre 1995 que donc Lyle et Eric Menendez vont être condamnés à prison à perpétuité. Donc la première chose déjà, moi qui m'a marqué, c'est que la team Menendez, ils ont réussi à avoir 56 personnes, 56, moi je trouve ça énorme, c'est genre... bah ça fait 5 équipes de foot pour plaider en faveur des frères. Donc ça s'appelle des character witness, c'est des gens en fait qui viennent et qui vont dire que bah c'était des gens bien machin, ou alors au contraire que le père c'était pas un mec au top, ou genre que la mère elle était pas top non plus quoi en gros, enfin que les parents ils les maltraitaient et que les fils bah ils étaient tranquilles. Alors que le côté qui représentait en fait les parents, ils ont réussi à trouver personne pour venir témoigner devant la cour du bon caractère des parents, même pas dans la manière dont ils traitaient les enfants mais juste du bon caractère en général. Et en fait, bah, tout le monde disait que le père c'était un malade mental, quoi. C'était un gros névrosé. La mère elle était archi bizarre. Mais voilà, mais tout ça pour dire, il n'y a pas une personne qui a pu venir et dire que bah, leurs parents c'est des gens normaux. C'est quand même...
C'est quand même horrible. Ok, donc deuxième anecdote, il y a eu deux procès. Le premier procès qui a eu lieu en 1993 et le second procès qui a eu lieu en 1995. Donc durant le premier procès, il faut savoir que les 12 jurys, ils avaient le choix en fait de plusieurs sentences. Donc soit c'était ce qu'on appelle manslaughter et soit c'était first degree murder. Et donc la différence entre les deux, en gros, c'est d'une part le motif et d'autre part si c'était prémédité ou non. Donc le plus important en gros dans le premier procès, c'était vraiment l'état psychologique dans lequel se trouvaient les garçons, comment ils ont grandi, ce qui les a poussés à prendre cette décision sur le coup et en fait comment ça se fait que ils se soient réveillés un matin et se sont dit bah en fait ça y est, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on se défende. J'ai vu leur vrai témoignage, c'est terrible, sincèrement je vois pas comment on peut survivre à des choses pareilles. Vraiment le premier procès c'était ça, donc c'est pour ça qu'il y a eu les 56 personnes qui sont venues, qui ont donné, qui ont permis en fait de construire le caractère des deux enfants, le caractère des parents et d'expliquer qu'en fait cette décision avait été amenée purement par le fait que les garçons avaient peur et vivaient dans la peur. C'était ce que essayaient de défendre en fait les avocats des deux frères. Ce qu'essayaient de défendre les avocats des parents, c'était non, ils voulaient de l'argent, ils sont venus, c'est des enfants de bourgeois. Ils voulaient juste toucher leur thune. Et voilà, ils sont venus, ils ont planifié ça un mois à l'avance, ils sont partis acheter des fusils de chasse, ils ont buté leurs parents et voilà, ils voulaient juste des sous. Il y a eu ce qu'on appelle un tie, donc c'est à dire qu'il y a 6 jurés qui étaient pour le manslaughter. Donc pour dire qu'en fait ils étaient effectivement dans un état psychologique qui a fait qu'en fait ils se sont sentis obligés de faire ce qu'ils ont fait. Et puis il y a les autres qui ont plutôt pensé que non, finalement... Je viens de me rendre compte que j'ai une tache là et je sais pas trop ce que c'est, peut-être que c'est du coca. Je sais pas les copains, je suis désolée, mais je vous avoue que vraiment là j'ai filmé la moitié, donc je vais pas aller me changer. Bref, je sais plus ce que je disais. Si, donc le premier procès c'était vraiment de savoir en fait l'état d'esprit des garçons et donc malheureusement il y a eu un tie, donc 6 jurés étaient pour, 6 jurés étaient contre. Et aussi ce qui a joué c'est le fait que dans les années 90, malheureusement, des hommes qui se font abuser de cette manière-là, c'était pas pris en compte dans la société, c'était pas normal, les gens y croyaient pas, ils se faisaient moquer à la télé, c'était terrible. Franchement vous pouvez regarder, il y a beaucoup d'extraits de très grands talk shows américains de gens extrêmement connus qui se moquaient de ces deux personnes et qu'on croit à leur version ou non, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui pensent qu'ils mentent, il y a des gens qui pensent qu'ils disent la vérité. Moi sincèrement je pense qu'ils disent la vérité, c'est pas pour autant que ça biaise ce que je suis en train de vous raconter, c'est juste des anecdotes, mais je trouve ça quand même un petit peu fou d'aller faire des sketchs en plateau sur des gens qui sont en train d'expliquer dans un procès médiatisé durant lequel en fait ils risquent la perpétuité ou bien la mort, d'aller raconter que, faire des blagues sur le sujet et faire des sketchs où ils chialent, j'ai pas trouvé ça fou. Mais bon, et aussi vous pouvez retrouver des extraits de Oprah et vous pouvez regarder, donc il y a l'extrait d'elle qui donc durant le premier procès qui est là et qui dit qu'en fait c'est des menteurs, ils sont là, ils disent n'importe quoi, qu'ils sont pas abusés et tout. Et puis quelques années plus tard elle a invité 100 hommes sur le plateau qui se sont fait abuser de la même manière que les deux frères pour parler du problème et tout machin, mais bon je trouve ça un peu hypocrite. Donc le premier procès qui était donc en 93, c'était vraiment savoir ce qu'il y avait dans leur tête à ce moment-là et si c'était prémédité ou non. Et il y avait vraiment le choix entre les envoyer en prison à perpétuité, donc ça c'est first degree, donc ça veut dire meurtre de premier degré, prémédité et tout, prison à vie. Par exemple en France, aux États-Unis aussi, mais en France, parce que je connais un peu mieux le système judiciaire, pas du tout. Disons que vous prenez 15 ans de prison parce que vous avez fait je sais pas quoi, au bout de quelques années, vous avez le droit en fait de redonner votre dossier à la justice et dire voilà, j'ai été sage, j'ai fait des trucs et est-ce que vous pouvez bien reconsidérer en fait ma peine. Meurtre au premier degré aux États-Unis, without parole, ça veut dire qu'on ne peut pas reconsidérer votre dossier. Sachant qu'aux États-Unis, les peines sont cumulatives, c'est pas comme en France. Donc ça veut dire que quand on prend perpétuité, on prend vraiment perpétuité, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça veut dire que si ils sont condamnés au meurtre premier degré, ça veut dire qu'ils vont aller en prison pour tout le reste de leur vie, sachant que à ce moment-là, ils avaient, donc il me semble que le petit frère, il avait 25 ans et le grand, il avait 28. Donc c'est jeune quoi. Le juré n'arrive pas à se décider et entre-temps,
Malheureusement pour les deux frères, ce qui se passe, c'est qu'il y a O.J. Simpson, qui était un sportif très connu aux États-Unis, qui se fait arrêter pour le meurtre donc, de son ex-femme. Il est très apprécié aux États-Unis, donc il se fait acquitter, même si vraiment le procès c'est un truc de malade. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est même Ryan Murphy qui a fait une série sur O.J. Simpson. Je crois que ça s'appelle The People vs. O.J. Simpson, un truc comme ça, mais allez regarder, vraiment frappe. Vraiment incroyable. La série est trop bien les gars, franchement allez voir. Donc entre temps le mec se fait acquitter et les gens aux États-Unis ils sont là en mode mais c'est n'importe quoi, le système judiciaire ici on peut plus lui faire confiance. Surtout sachant que les deux frères Menendez ils étaient très riches en fait. Encore une fois comme je vous ai dit leur père il était exec dans une boîte de malades et il signait des disques et tout, il signait des contrats à 30 millions. Et O.J. Simpson il est très riche aussi. Donc en fait d'un coup c'est ah ok les gens qui habitent à Beverly Hills ils ont un pass. Donc ils peuvent aller commettre des crimes par-ci par-là, tuer des gens à coups de couteau, mais tranquille. Tant que tu as des sous, en fait, tu vas pas en prison. Le DA, le District Attorney de Californie à ce moment-là, qui devait se faire réélire, il a dit ok, moi là il faut des résultats, là il faut montrer aux gens que non, la justice elle est sévère, même si vous êtes riche, il n'y a rien qui passe. Et malheureusement, c'est littéralement une semaine après le verdict de O.J. Simpson. Donc il me semble que O.J., le verdict, il était le 3 ou le 4 octobre 1995. Et le 11 octobre 1995, il y a le deuxième procès des frères qui commence. Donc là, vous savez déjà que, même eux, ils ont dit qu'ils savaient déjà que ça allait pas bien se passer. Et bref, donc le procès commence et en fait, donc non seulement le DA était pas content en fait de comment les choses se passaient, il voulait absolument se faire réélire, donc il a déjà mis une pression monstre en fait sur le juge qui va du coup être vachement biaisé et qui lui aussi est très sceptique en fait des hommes qui se font abuser comme les deux frères se sont fait abuser. Donc ce qu'il dit le premier jour du second procès, c'est donc tout ce qui touche à ces abus, vous pourrez pas en parler du tout. Donc il voulait aucun témoin en fait qui parle de ça, qui mentionne ça. Et du coup en fait il leur reste quoi comme défense? Parce que concrètement c'était la question la plus importante en fait. Le motif était purement émotionnel. Donc là en fait ils avaient plus rien. Et finalement quand on enlève ça, tout ce qu'on garde c'est c'est juste deux petits cons qui sont venus et qui ont fait n'importe quoi. Sachant qu'en fait les nouveaux jurés ne connaissaient rien à l'histoire. Ils savaient pas en fait ce qu'avaient vécu les deux frères et les deux frères n'avaient pas le droit d'en parler. Et les témoins n'avaient pas le droit d'en parler. Sachant aussi que, donc comme je vous ai dit, pendant le premier procès, les jurés avaient le choix entre meurtre de premier degré, donc ça c'est perpétuité sans pouvoir faire reconsidérer sa peine, ou alors manslaughter, et ça c'est quelques années. Deuxième procès, parce qu'il y a toute la pression qui vient du DA, parce que le juge est biaisé, parce que tout ça, parce que les gens aussi protestent et veulent en fait des vrais résultats de la part de la justice, les jurés ont le choix entre deux sentences. La peine de mort, ok, ou alors meurtre de premier degré. Donc en gros, on est passé de quelques années en prison à soit ils vont sur la chaise électrique, soit ils vont en prison pour le reste de leur vie avec aucun aménagement possible de peine. Autre petite anecdote, le coach de tennis des enfants a dit donc à la barre durant le premier procès que le père, donc José Menendez, était le mec le plus cruel et le plus méchant qu'il ait jamais vu. Et donc que malgré toute la pression que José Menendez mettait donc, sur lui, sur l'entraîneur, en fait, il voulait pas lâcher les enfants, même si c'était un calvaire finalement de travailler sous les ordres de José Menendez, parce qu'il avait peur en fait pour leur sécurité, et parce que il sentait pas un rôle de père, mais il avait besoin de les protéger et d'être là en fait. Aussi, il y avait une anecdote donc, de la cousine des enfants qui était un peu plus âgée qu'eux à l'époque, qui racontait que clairement le frère aîné, donc Lyle, quand elle avait 8 ans, il lui a expliqué que il a subi des choses de la part de son père et tout. Donc ça non plus, deuxième procès, il n'y a pas eu du tout. Et elle expliquait aussi qu'elle allait souvent dormir chez eux et il y avait un moment où elle a vécu là-bas pendant plusieurs mois. Donc elle a vécu chez les Menendez pendant plusieurs mois. Et que quand donc, le père prenait Eric, le plus petit des fils, en haut, il l'amenait dans sa chambre et que personne en fait à ce moment-là
avait le droit d'être à l'étage. Donc à l'étage où se trouvait la chambre de Eric. Genre même Kitty, du coup la maman y allait pas. Et enfin, chelou l'ambiance, chelou de ouf. La même cousine, elle a raconté que donc le jour où là, elle lui a raconté que bah voilà, son père lui a fait ça et ça, parce que c'était un enfant, lui à 8 ans, il comprenait pas, juste il voulait en parler avec sa cousine, et il a demandé en fait si c'était normal, si ça lui arrivait aussi. Et donc la cousine a appelé la mère des enfants, donc Kitty, et lui a expliqué. Et en fait, Kitty a pris donc Lyle par le bras, elle l'a monté et apparemment ils n'en ont plus jamais parlé. Enfin bref, voilà, c'était pas super joyeux, mais sincèrement, c'est une histoire passionnante. Donc j'ai regardé la série que je vous conseille, mais attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent pas à la réalité, notamment le caractère des deux frères, qui sont extrêmement calmes et doux et gentils dans la vraie vie, ou ce qu'on a pu voir dans les procès, ce qu'on a pu voir aussi dans les témoignages. Dans la série, c'est un peu à côté de la plaque, mais encore une fois, c'est Ryan Murphy, donc vraiment le but c'est de dramatiser ce qui s'est passé et tout, et je comprends parce que bah, c'est ça qui fait vendre, et c'est vrai que la série elle était fun, mais bon, après ça aide peut-être pas leur cas. Et si vous voulez vraiment découvrir l'affaire en profondeur et vraiment comprendre ce qui s'est passé, sincèrement, allez voir le documentaire, il est super. Et si vous êtes des gros malades mentaux comme moi, n'hésitez pas à aller voir le vrai procès, il est sur YouTube en plusieurs parties. Et sincèrement, si vous vous dites « Oh là, trop cool, toutes les semaines, on va avoir des histoires de crimes et tout », non, pas du tout. Vraiment, j'ai de nouvelles passions toutes les semaines, donc vous attendez à rien. Mais par contre, vu que j'adore cette affaire, sincèrement, si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique vraiment ce qui s'est passé de A à Z, dites-moi avec grand plaisir. Et aussi, dites-moi pour la luminosité et tout, parce qu'en vrai, j'en sais rien. C'est ma première vidéo, je sais pas du tout comment ça va rendre. Et voilà, ça me ferait grave plaisir d'avoir des commentaires et que vous me disiez un peu ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'espère sincèrement que ça vous a... Oh là là. Oh, je bégaye. En fait, ça fait une demi-heure que je parle solo, donc au bout d'un moment... Mais voilà, du coup, merci d'avoir suivi. Et bah, à la semaine prochaine.